Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Vous êtes toujours sur le podcast de la liberté, de l'immobilier et des gros billets. Et je suis toujours avec mon super nouveau micro que j'apprécie particulièrement en déplacement. Une fois n'est pas coutume, je ne suis pas chez moi. Et d'ailleurs, je serai bientôt aux États-Unis. Je sais pas si je vais enregistrer des épisodes là-bas. Mais en tout cas, aujourd'hui, on accueille Sophie. Alors, franchement, il y a des gens qui m'impressionnent. J'ai déjà eu des invités qui m'ont impressionné. Mais c'est surtout ceux qui font ce que moi, je ne ferai jamais. Moi, ma stratégie, ça a toujours été d'acheter, d'empiler les lots le plus vite possible, le plus possible, qu'ils soient rentables et tout de suite enchaîner, enchaîner, enchaîner. Donc ça voulait dire souvent limiter les travaux, pas forcément aller sur des immeubles parce que ça allait beaucoup plus vite pour moi d'enquiller des appartements les uns derrière les autres et de pas faire la gestion derrière. Sophie, elle a fait tout l'opposé de moi. Elle a notamment, quand elle était au chômage, elle s'est vraiment lancée dans l'immobilier, même si elle avait déjà un appartement avant. Et elle a fait elle-même ses chantiers. On va en parler ensemble. Je vais pas trop vous spoiler l'épisode, mais c'est hyper impressionnant. Encore aujourd'hui, la semaine dernière, j'ai vu, enfin cette semaine même, elle était sur une nacelle. Il lui est arrivé plein de galères. Elle était en train de mettre des pics à pigeons. Il y a un câble à haute tension qui était en train de faire un début d'incendie. Elle a dû appeler les spécialistes d'Enedis, etc. Donc vraiment, elle est très impressionnante. Ce qu'elle fait sur les chantiers, bah, il y a peu de personnes qui le feraient. Donc c'est voilà. Je suis admiratif des efforts fournis et je sais très bien que moi, c'est pas ma stratégie et donc que je ne le ferai probablement jamais. Mais vous allez voir, si vous cherchez quelqu'un de déterminé, Sophie est la bonne personne. On s'était rapidement vu à Bordeaux, on s'est rapidement vu lors d'un dîner et puis là on a passé un peu plus de temps à discuter, donc ça fait trop plaisir de voir où on peut en arriver avec l'immobilier. Voilà, avant de démarrer, je vais faire une intro assez courte. Merci pour les écoutes avec Thibaut Aimé, le banquier de la semaine dernière, obtenir son financement aux meilleures conditions en 2024. Il a cartonné l'épisode. On a 2 épisodes sur le podcast privé avec des banquiers et ex-banquiers. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, boîteapied.com. Et sinon, dernier point, merci à tous ceux qui nous ont rejoints sur la formation bourse, donc bourse de la théorie au gros biais, où je vous explique comment on peut faire, mine de rien, assez facilement si on prend le temps, 1 million d'euros en bourse. Bon, faut prendre un peu de temps. Ça, la bourse c'est embêtant. La bourse c'est de la discipline. Ça demande pas de cerveau, ça demande pas de talent, ça demande pas vraiment de chance. Il faut juste appliquer des principes et les faire et refaire et refaire. Et vraiment, quand on soit quand on est jeune, même si on est plus vieux, bien sûr, après, on peut se servir énormément de son portefeuille boursier, et notamment pour le mettre en garantie pour faire des achats immobiliers. Donc, c'est pas la stratégie l'un ou l'autre. Même si vraiment vous n'avez pas d'argent, c'est mieux de commencer par l'immobilier. Enfin, si vous en avez un tout petit peu, faut pas faire d'immobilier sans rien. Mais après, voilà, c'est vraiment une bonne stratégie de diversification. C'est vraiment la boule de neige par excellence. C'est ultra passif, il n'y a pas plus passif. La fiscalité, elle est beaucoup plus facilement pilotable, notamment en France. Alors, c'est une tête des seules particularités positives de la fiscalité française. On peut très bien gérer sa fiscalité avec la bourse. Et surtout si on a des enfants qui sont petits, enfin même, voilà, même s'ils ont 10 ans déjà, ou 15 ans, bah, se dire que, donc j'ai fait les calculs, si par exemple euh, vous mettez 10 000 € aujourd'hui, enfin le ratio avec les rendements historiques, il est sur 30 ans de 18. Si vous mettez 10 000 € aujourd'hui, que vous faites plus rien du tout, du tout, du tout, jamais d'autres investissements boursiers, 30 ans après, ça vaudra 180 000 €, corrigé d'inflation plutôt aux alentours de 120 000 €. Et si vous avez 100 000 €, au bout de 30 ans, ça devient 1 800 000 € sur base, non pas de chance ou quoi d'autre, sur base des rendements historiques tels que je vous l'ai décrit dans la formation. Et alors, par contre, si vous mettez 10 000 € plus 300 € par mois ou 200 € par mois, vraiment, les résultats, ils sont exponentiels. Si on est à 30 ans de sa retraite, alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent prendre leur retraite avant, avant la, avant la date butoir, et tant mieux, bien entendu, si vous savez quoi faire, c'est encore mieux. Mais sinon, je veux dire, on n'est jamais trop prudent. Et si on a, par exemple, si on met 10 000 € aujourd'hui, 300 € par mois, vraiment, le jour où on arrive à la retraite, son portefeuille boursier, il grossit selon les montants, mais entre 50 et 100 000 € par an. Donc, je veux dire, 10 000 € à 35 ans, c'est pas forcément une somme qui est inatteignable. Ensuite, 300 € par mois, ça dépend des gens. Mais vraiment,
quand on parle des retraites là, de personnes qui ont travaillé toute leur vie, qui ont 1200, 2000 ou même 3000 euros, c'est compliqué. Donc voilà, très très facilement entre guillemets. Mais par contre, c'est pas fun, hein. La bourse, c'est pas fun. C'est juste fait pour faire des gros billets. Donc merci à tous ceux qui nous ont rejoints le jour de la sortie de l'épisode. C'est mon meilleur, ça a été mon meilleur donc de mercredi dernier. Ça a été mon meilleur jour de vente depuis que je fais du podcast. Donc merci à vous. Pour rappel, il y a le prix de lancement, il est à moins de 100 euros. Pour les 50 premiers, j'ai pas fait les comptes, on n'est pas encore aux 50, mais il y a plusieurs dizaines de personnes qui nous ont rejoints. Merci pour votre confiance et je vous le rappelle, avec en plus les codes de parrainage que je fournis, vous pouvez, au moment où j'ai sorti la formation, c'était 230 euros que vous pouviez récupérer. Si jamais vous avez eu des soucis, parce qu'il y a une personne qui m'a contacté, si jamais vous avez eu des soucis avec un des codes de parrainage, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail info@bybypatron.net. Et la solution, en tout cas, que le courtier m'a dit, c'est qu'il faut vraiment taper le code de parrainage plutôt que le copier-coller. Mais dans tous les cas, au pire, vous créez le compte, vous m'écrivez, et puis le courtier il m'a dit que vous pourrez récupérer votre prime. Donc sur un des courtiers, c'est dans les 100 ou 130 euros. Ça dépend, ça change tout le temps, il y a des conditions. Mais voilà. Donc, si vous voulez avoir une retraite dorée, des enfants qui sont blindés, peut-être des nantis, faudra faire attention. Ou tout simplement comprendre, voilà, que vous ayez un niveau débutant, je pars des bases, ou un niveau un tout petit peu plus avancé. N'hésitez pas. Bourse de la théorie au gros billet. Donc, vous allez sur mon site grosbillet.com/bourse. Sinon, vous avez le lien dans la description. Et profitez-en. Je pense que d'ici maximum 2 semaines, le prix de lancement pour les 50 premiers, il sera, on sera arrivé aux 50 et je tiens toujours mes engagements comme je tiens un épisode par semaine. Donc voilà, on se retrouve de l'autre côté avec Sophie, ça m'a fait super plaisir. Franchement, prenez-en de la graine. Si c'est la première fois, par exemple, que j'avais quelqu'un qui a pu emprunter en étant au chômage. Alors on va voir, euh, il y avait un petit hack, mais que beaucoup de personnes peuvent utiliser également. Et puis, ben voilà, qui vit vraiment que de l'immobilier. Je pense, enfin, c'est rare d'avoir des invités comme ça. Donc voilà, place aux femmes. Et à la fin de l'épisode, on fera un petit quiz, un petit test que j'ai inventé. Homme-femme, qui est avantagé à chaque étape de l'investissement immobilier. Voilà, je marchais sur des œufs ou sur des braises, mais je pense que ça a été très utile. Je vous remercie pour votre fidélité chaque semaine et je vous souhaite une très bonne écoute de l'autre côté avec Sophie. Et bonjour, bonsoir selon l'heure, selon votre statut professionnel et votre assiduité à la salle de sport. Aujourd'hui, on est avec Sophie. Salut Sophie, comment ça Salut, va? ça va très bien, merci. Je suis trop content de t'avoir. En plus, chaque fois que j'ai des femmes, je suis super content. Cette semaine, je vous le cache pas, j'ai un épisode avec je vais pas le dire parce que parfois je sais pas quand je publie, mais avec une femme, ça fait toujours trop plaisir. On a beaucoup plus de retours et beaucoup plus de partage. Donc c'est toujours un grand plaisir d'avoir une femme sur le podcast. Euh, nous on s'était vu. Moi je t'avais vu surtout au salon de Bordeaux. On n'avait pas trop échangé. Là, je pense qu'on va passer 95% du temps qu'on aura passé ensemble aujourd'hui. Donc toi, t'as fait beaucoup de choses. On va découler ensemble. Tu vis que de ton immobilier maintenant. Et, Oui. pour que au début des épisodes, j'aime bien, le podcast s'appelle Bye Bye Patron. Toi, t'as vraiment dit Bye Bye Patron. Et j'aime bien que les invités, pour se présenter, ils présentent une expérience professionnelle un peu leur a planté la graine peut-être du Bye Bye Patron, un boulot un peu ingrat qu'ils ont pu faire, ou un manque de reconnaissance, ou voilà, un métier dur. Je sais que tu en as eu, donc est-ce que tu peux nous commencer par là, et puis après on déroulera un peu ton parcours. Bon, déjà, je te remercie pour l'invitation. Je suis vraiment très contente de passer sur le podcast depuis le temps que je t'écoute. Et pour le boulot, donc ingrat, j'en ai deux en tête. Quand j'avais peut-être, ouais, j'avais 17 ou 18 ans, j'ai fait un boulot d'été au McDo. Et c'est hyper ingrat pour le coup parce que tu sens la frite tout le temps. Et souvent, quand tu emmènes les poubelles là au gros container, il y a une fois, il y a le coca qui m'a coulé dans la manche Ah, là. Et là, je me suis dégueu. dit, waouh, il faut vraiment que je fasse autre chose, c'est pas possible. Ouais. Et ensuite, j'en ai un autre. En fait, il y a un moment donné, j'avais fait commencer la fac de psycho. Je sais pas
vraiment pourquoi je suis arrivée là-dedans. Et j'ai arrêté en cours d'année parce que je voyais que ça me menait à rien. Et j'ai cherché un boulot le temps de reprendre les études. Et j'ai travaillé dans une épicerie fine. Et je me levais à 4h30 du mat pour aller faire les rayons, les approvisionnements de fruits et légumes et faire les rayons. Et c'était tellement dur pour moi qui ne suis pas du matin, vraiment, c'était Ok. tellement dur de me lever si tôt. C'était Donc dur de voilà. te lever ou c'était dur Après, c'est un peu abrutissant, hein. Moi, j'avais fait Ouais, un job d'été chez Decathlon. Tu sais, je sais pas si vous voyez les chaussures comme ça ils appellent ça ouais. du facing avec l'accent bien de chez nous. Et alors, tu dois tout le temps remettre les lacets dedans, les remettre, et c'est sans fin, quoi, parce que les Ah ouais. clients, bah, quand ils essayent, ils les enlèvent. Franchement, c'était très abrutissant, mais bon. Après, c'est comme ça. Maintenant, quand il faut travailler dur, on sait pourquoi on le fait, et puis on a appris. Bah, écoute, je te laisse peut-être te présenter un peu plus longuement d'où tu viens, ce que tu as étudié, qu'est-ce que tu as fait avant ta vie de rentière qui se balade de yacht en yacht à boire du champagne toute la journée et Ça aller de représente plage pas en beaucoup. plage. Ça représente pas toute ma vie quand même, hein. Alors, ben, je m'appelle Sophie, c'est Freedompreneur sur les réseaux. Je vis de mes investissements immobiliers depuis 2018 déjà. Donc, pour faire un petit peu une rétrospective de mon parcours, en gros, j'ai étudié. En fait, je vais commencer par le début. Je suis née dans une famille d'agriculteurs à la campagne où j'ai vu beaucoup mes parents travailler très dur. Mais du coup, je me suis promis que plus grande, j'allais pouvoir trouver un moyen de gagner plus d'argent et avoir plus de loisirs. Mais je ne savais pas du tout par quel chemin fallait passer. Donc, je me suis dit, la meilleure chose à faire, c'est de bien travailler à l'école et de faire les études qui ouvrent le plus de portes possible. Donc, au fur et à mesure, je travaillais bien à l'école, j'ai évolué et j'ai fini par faire donc un DUT Tech de Co à Bayonne en alternance avec le Crédit Agricole. Ensuite, j'ai fait une licence qualité du service à Toulouse. Et ensuite, j'ai fini par faire une école de commerce, sachant que 2 ans auparavant, avant de faire l'école de commerce, je ne savais même pas ce que c'était qu'une école de commerce. C'est fou quand même, comme l'information n'était pas Hmm. accessible à l'époque, maintenant, ça n'a rien à voir. Mais voilà, donc j'ai fait Tant une que t'as école de pas mis le doigt, une fois que t'as mis le doigt dedans, c'est bon. Mais C'est tant que tu ça. sais pas qu'il y a ça, moi c'est comme mes premiers investissements, je savais pas qu'il fallait faire du meublé. Ouais, Bah franchement, je le savais pas. Et puis j'étais déjà en train d'acheter. Et puis il y a un gars, il m'a dit ouais, mon frère, il en a un. Il m'a parlé qu'il faut faire du meublé. Après, t'as juste à taper sur Google. Mais si tu sais pas qu'il faut taper ça, bah tu le sais pas. Et tes parents, c'est quel type de d'agriculture qui font? alors toute leur carrière, ils ont fait du lait et de la viande. Là, le lait, c'est terminé depuis que mes parents sont partis à la retraite. Et mes frères ont repris, mais ils font que de la viande maintenant et des céréales. Donc tu dois être Voilà. tout le temps là. C'est pour le lait, tu dois traire Ah ben deux là, fois par mon jour, frère, ouais, il je a fait ça pense. toute sa vie en fait, hein, depuis qu'il est tout petit parce que ses parents faisaient ça. Et là, jusqu'à la retraite. Mais c'est vrai que d'arrêter de faire la traite matin et soir alors qu'il a fait toute sa vie, ben c'est très très dur pour lui psychologiquement en fait, parce que là, tu Hmm. t'enlèves vraiment ton rythme. Donc voilà, donc c'est vrai que Hmm. c'est tous les jours, pas de vacances, faut être là matin et soir en fait, c'est très dur comme vie. Et c'est Donc ça, nous, souvent, dans la liberté financière, beaucoup de gens voient l'objectif ou voient la retraite ou voient une meilleure retraite. Mais la retraite, bah moi, je le vois bien parce que ma mère, elle est plus ou moins à la retraite et elle l'a super bien préparée. Et franchement, enfin, ça se voit, elle apprécie beaucoup. Elle est active dans plein de domaines, mais ça se prépare à fond. Et souvent, si tu t'arrêtes ce serait comme vouloir, je sais pas, vouloir un mari ou une femme et puis jamais réfléchir à une fois que t'es marié ou qu'est-ce qui c'est va se ça. passer, quoi. Ton statut, il doit vraiment se préparer et longtemps à l'avance, quoi. Si t'aimes bien le sport, peut-être te mettre dans, je sais pas, des comités ou dans la Ouais. culture et tout ça. Mais si tu du jour au lendemain t'arrêtes, et c'est souvent le problème des agriculteurs, ils sont un peu isolés géographiquement, donc vu que tu dois être tout le temps là, c'est pas évident. Exactement. C'est pour ça qu'il y en a qui travaillent longtemps aussi, hein. Enfin, je sais pas Bah si oui. Ah c'est bah, jusqu'à ce qu'il. il travaille toujours, mais après, il fallait bien qu'il arrête ça parce que sinon, bah, quand il peut plus, parce qu'il fatigue forcément, Ouais. bah, après, c'est mes frères qui sont obligés de reprendre alors qu'ils n'ont pas envie de faire ça. Eux, ils veulent pas cette Hmm. prison temporelle. Donc, bon, voilà quoi. Très Bon, intéressant. Mais c'est comme ça qu'on mange, hein. Donc, exactement. Bah, donc voilà. merci à tous les agriculteurs. Et d'ailleurs, je devais en avoir un sur le podcast, mais finalement, c'est pas fait, mais je perds pas espoir. Parce qu'il y en a, c'est des gros propriétaires fonciers une fois qu'ils ont
Euh, Ils ont pu choper un peu les mécanismes et tout. Ça peut faire des trucs pas mal. Ok, donc tu sors d'école. Moi aussi, Je j'étais fais une 2 ans en école de école. commerce. Ouais, J'étais aussi pardon. 2 ans en école. Et du coup, après, on a eu un parcours un peu, je pense, similaire dans des Ah oui. boulots où on travaille beaucoup. Raconte-nous. Toi, t'es parti à Paris. Moi, Alors quand t'es j'ai fait alsacien, aller à Paris, c'est comme aller au bagne en Guyane, quoi. Pour nous. Je sais pas pour toi, mais. donc moi j'étais l'INSEC à Bordeaux et après bah, fin de la deuxième année de Master Sp, bah, j'ai été chercher un stage de fin d'études à Paris. Et là, je voulais vraiment pas me planter parce que je savais que ce stage de fin d'études permettait, oui ou non, d'avoir un bon job après. Parce qu'au final, même si tu sortais d'école de commerce, il y en a beaucoup après qui avaient des jobs alimentaires. Donc, je voulais pas me planter. Donc, j'ai cherché un bon stage de fin d'études et je suis tombée sur une super, enfin, une maîtresse de stage. Trop bien, je veux dire ça dans le sens où elle avait besoin de quelqu'un qui prenait beaucoup de responsabilités parce qu'elle avait un enfant bas âge. Donc, j'ai vraiment pris les choses en main et je l'ai vraiment, j'ai allégé son travail et elle a été très contente. Et du coup, elle a voulu tout faire pour m'aider à rentrer dans la boîte. Sauf que c'était le moment en fait, j'étais donc c'était Bouygues Télécom le stage et il y a eu Free qui est arrivé sur le marché, donc plan de départ volontaire sur tous les boîtes de télécom. Et du coup, elle pouvait pas me faire rentrer chez Bouygues Télécom. Par contre, elle m'a dit où est-ce que tu aimerais commencer, avoir un CDI et avoir un bon job. Et moi, je voulais rentrer dans un gros cabinet de conseil. Et du coup, j'ai dit, Deloitte ou Accenture ou des trucs comme ça. Et du coup, elle connaissait quelqu'un chez Accenture et elle m'a un petit peu aidé à pousser mon dossier et je suis rentrée chez Accenture. Donc là, c'était Ouais. parti pour une vie infernale, métro, boulot, dodo et travailler très dur, arriver avant le client, partir après le client, faire bonne impression. Enfin, vraiment, c'était dur, mais j'étais dedans. Donc voilà, ça m'a plu. J'ai beaucoup appris en termes de process, en termes de travail, de rigueur et tout. Donc ça, je regrette pas parce que je pense que ça m'aide aujourd'hui aussi dans mes projets. Par contre, je me suis vite rendu compte que cette vie parisienne et cette vie intense là, ça avait pas vraiment de sens. Bon, au final, j'ai continué et je me suis rendu compte que en restant dans la même boîte, c'était compliqué d'évoluer rapidement et de gagner plus rapidement. Donc, j'ai vite changé de boîte pour à chaque fois prendre en responsabilité et prendre en salaire. Donc Ok. voilà, j'ai changé de boîte. Ensuite, j'étais chez un éditeur de logiciels financiers. Sauf que là, j'avais pas le niveau. Autant j'étais dans le télécom avant, donc je suis passée là dans la finance. J'avais pas le niveau dans la finance. Et en plus, c'était tout en anglais parce que la boîte se faisait racheter par une boîte américaine de New York. D'ailleurs, mes 3 premiers jours étaient à New York, au 32e étage sur Times Square. Vraiment trop cool. Par contre, j'ai rien pipé de toutes les réunions. Hmm. Alors, ça a été très dur. J'ai tant bien que mal fini de passer la période d'essai, mais vraiment de façon très dure. J'allais souvent pleurer dans les toilettes. Le soir, je pleurais. J'avais pas envie d'y aller. Les dimanches soirs, c'était très dur. Bon, voilà, je sais pas pourquoi je me suis obstinée à vouloir passer cette période d'essai et avancer, justement, Mais ça, c'est quand peut-être t'es jeune, en fait, t'as par envie, enfin, ego. on te pousse toujours à réussir, à pas lâcher, t'as pas le droit Ouais, de dire, bon, ben, comment on appelait ça, les devoirs à la maison. T'as pas le droit de dire, bah, ça, je le rends pas. Tu bosses jusqu'à 2 heures s'il faut quand t'es au exactement. lycée ou étudiant. Et donc, en fait, après, on reste dans cette mentalité. On a du mal, je pense, à abandonner, alors que souvent, c'est la Alors que bonne là, solution. clairement, là, il y avait plein d'autres postes qui me convenaient plus. Il aurait mieux fait que j'abandonne. C'était très dur psychologiquement, ces 6 mois. Et après le période d'essai passé, il y a eu encore un plan de départ volontaire parce que le rachat fait qu'il fallait réduire les effectifs. Je me propose. Entre-temps, je trouve un autre boulot chez Deloitte. Et par contre, là, je leur dis, moi, ça fait 3 4 ans là que je bosse à fond. J'ai eu très peu de vacances. Il me faut un temps de pause. Et du coup, vu qu'ils m'embauchaient sur le profil et non sur un projet, ils m'ont accordé 2 à 3 mois. Donc 3 mois au final, j'ai pris avant de rentrer dans la boîte. Et là, j'ai pris un billet d'avion pour la Thaïlande, aller-retour. Et je me suis dit, je vais m'aérer l'esprit et prendre du recul.
Et ça n'a pas manqué. C'est vraiment ce voyage-là qui m'a retourné la tête et qui m'a fait prendre du recul sur le fait que j'étais pas partie dans la bonne direction et que j'étais en train de reproduire le schéma de pensée de mes parents, le schéma de travail, travailler très dur, épargner mais ne pas profiter. Et finalement, voilà, j'étais partie dans un engrenage qui me convenait pas. Et vraiment, je m'en suis rendu compte quand j'étais en voyage en découvrant toutes les cultures, tous les gens les backpacks qui voyageaient et les cultures locales. C'était vraiment, ça m'a vraiment fait prendre conscience qu'il fallait que je fasse quelque chose. Je suis quand même rentrée au bout des 3 mois, même si il y a plein de signes qui me disaient que c'était même pas, enfin j'avais même pas du tout envie. J'ai même loupé mon billet d'avion, mon avion en, en rentrant. L'acte manqué, quoi. Enfin, le L'acte truc. manqué, exactement. Donc finalement, j'ai fini par prendre mon avion la veille de la rentrée chez Deloitte. Je suis arrivée à 1 heure du mat dans mon appartement. J'étais en train d'enlever les trucs dans les cheveux, tu sais qu'on met quand on est en mode backpack, là, un petit peu à la route. Les coquillages. Et là, le lendemain, j'arrive là-bas et rentrée des nouveaux consultants. Il y avait une centaine de nouveaux consultants dans un amphi. On te donne ton nouveau PC, ton nouveau téléphone et tu vois, enfin vraiment, ça a fait un genre de C'est à la brouhaha dans rentrée des ma classes, tête. quoi. C'était waouh, mais qu'est-ce que je fais là? C'était vraiment trop dur, quoi. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait? En fait, déjà quand je me suis rendu compte pendant le voyage que finalement c'était pas pour moi tout ça, j'ai été jusqu'à envoyer un mail à mon futur donc manager qui m'a fait mon dernier entretien pour rentrer chez Deloitte pour lui expliquer que j'avais besoin de plus de temps. Enfin, vraiment, j'étais plus à ça près. Je me suis dit, même si je perds le job, c'est pas grave. Mm. Et au final, ce mail-là, il était en vacances, donc il l'a pas reçu sur le coup. Et du coup, il a reçu le jour de la rentrée et il m'a envoyé un email et il m'a dit, bon, bah, demain, dès que tu arrives dans le service, on fait un entretien et il faut qu'on parle de tout ça. J'ai un petit peu culotté de faire ça. Mais voilà, j'avais tellement pris une claque dans la gueule que je me suis dit, je m'en fous, même si je le perds, bah, du coup, ça sera la bonne raison pour partir de tout ça. Donc voilà, le lendemain de cette rentrée chez Deloitte, je fais donc l'entrée dans le service et je fais mon premier entretien avec le manager. Et il me parle de ça. Et il me dit, écoute, si tu m'as envoyé ça, c'est qu'il y a une bonne raison derrière et que c'est profond. Donc soit tu prends la décision de partir maintenant et tu te retournes pas et tu fais ce que tu as à faire, tu fais ton voyage et tu verras après. Soit tu fais ta période d'essai, donc c'est 2 fois 4 mois et de toute façon, on va faire un point toutes les 3 semaines et tu prendras le temps parce qu'une période d'essai, c'est à la fois pour toi comme pour moi. Et au final, donc du coup, j'ai quand même pris le temps. J'ai pris 3 mois pour prendre la décision parce que je savais que c'est pas seulement quitter ce job que je prenais la décision, c'est vraiment quitter cette vie-là. Donc quitter le Mm. salariat, quitter la vie parisienne, tout ce que j'avais mis peut-être du coup 20 ans, les études et tout ça à acquérir. Et tout le monde me disait c'est super ce que tu fais, Sophie. T'es arrivée à un poste que il y en a très peu dans la famille qui font ça. C'est génial. C'est quand même très dur de tout quitter après avoir fait tout ça. Et du coup, au bout de 3 mois, on fait un point avec mon manager. Et là, j'avais pris ma décision parce qu'en fait, j'avais carrément fait un tableau Excel où tous les jours, je mettais mon sentiment, si oui ou non, j'avais envie Mm. de tout quitter. Et c'était très, très clair. Donc, du coup, je lui annonce ça. Et c'est là que j'ai dit bye bye patron pour le coup. Pour de bon, pour de Pour bon. de bon. Vraiment, Ouais. là, j'ai tout quitté. Et, Et, euh, et là, je suis et partie en voyage, ok. repartie en voyage. Ouais. Super intéressant. J'ai trois petits points où je voudrais rebondir. C'est en fait nous, c'est vrai que dans ces podcasts d'immobilier, d'investissement et tout, on donne plein d'astuces. Mais je me dis, je sais pas si ça existe, mais si on avait les mêmes astuces, le même niveau de connaissance sur justement changer de boulot, parce qu'en fait c'est comme ça que moi c'était pareil, je travaillais dur, j'étais auditeur financier, puis après au bout de 3 ans, j'ai changé de métier. Euh, et je m'en rappelle, mes revenus, ils ont quasiment été multipliés par deux alors que je travaillais moins. Et en fait, c'est ça qui m'a changé clairement la vie en termes de... Parce que j'aurais pas pu investir quand je travaillais jusqu'à... En fait, je prenais en plus des cours du soir. Donc, en gros, je rentrais chez moi à 22 heures tous les jours. Je commençais vers 8 heures. J'étais vraiment épuisé. Et, euh, et donc, ouais, si ça existait, tu vois, comment réussir les entretiens d'embauche, comment bien négocier, comment bien, tu vois, en 1 heure déjà, t'en apprends beaucoup plus que si tu viens de zéro. Mais si t'écoutes comme nous, on a pu le faire des centaines d'heures Franchement, je pense que ce serait vraiment un sacré tremplin, en tout cas pour les gens qui veulent avoir une carrière dans le salariat. Et puis ça se comprend tout à fait.
Et après, l'autre point que je voulais voir, c'était est-ce qu'en voyage, tu as dit que tu as rencontré des backpackers? Moi, j'ai eu deux filles, Claire et Cindy, là, qu'on salue. Top 2% de mes auditeurs, elles ont partagé parce que justement, elle a beaucoup voyagé. Et elles m'ont dit des trucs, en fait, qu'il y a des astuces, tu vois, sur comment avoir des revenus quand tu es en backpack et tout. Mais en fait, enfin, elle, c'est en van plutôt, mais c'est Mm. ça, en fait, tu rentres dans un monde comme nous, on a pu rentrer dans le monde des investisseurs et on a pu nous donner des conseils. En fait, je pense que ouais, tant que t'es pas parti, ça te fait peur. Et après, quand tu y es, t'as tout qui peut s'éclairer, quoi. Est-ce que tu as eu des conseils qu'on t'a dit pendant ton voyage, par exemple, sur la vie de, justement, de non-salariés? Sur, je sais pas, rien que comment on s'organise, tu vois, t'es parti de 9 mois, t'as dit? Comment on Moi, je suis organise partie un neuf voyage mois. de 9 mois, tu Donc, vois? quand je suis partie à ce moment-là, j'ai vraiment que pris le billet aller et je me suis dit, je vais voyager tout le temps que j'ai envie, jusqu'à temps que j'en ai marre. Et je voulais pas que ça soit un arrêt à cause de l'argent. Au final, j'ai mis enfin, en fait, j'ai acheté dès que je suis arrivée à Paris, j'ai acheté mon premier appartement dès que j'ai eu mon premier CDI. Donc à Issy-les-Moulineaux. Et donc cet appartement, je l'ai mis en location courte durée déjà en Airbnb du coup, c'était en 2016 ou 17, 16. Donc c'était fait vraiment à l'arrache, hein. À ce moment-là, vraiment, j'avais pris une étudiante et je lui avais dit bon bah voilà, je vous dirai tel jour, faut aller faire le ménage. Et je faisais tout à distance. C'était très archaïque hein, par rapport à ce que je fais maintenant. Et je remplissais pas du tout mon calendrier, mais ça me payait largement mon remboursement de crédit, plus une partie de mon voyage. Et en plus, je vivais vraiment en mode backpack au plus simple. Je dépensais très peu d'argent. Ça allait de 400 euros en Inde jusqu'à, on va dire, quand j'ai fait un peu de plongée aux Philippines et tout, j'allais jusqu'à 1800. Mais voilà, je dépensais très peu le mois. Euh, Maintenant, Moins que c'est... la plupart des gens dépensent chez eux, quoi. Enfin, moi, je Ouais, dépense plus c'est que ça en 1800 plus. euros par mois pour, quand je suis chez moi. Donc voilà, quoi. Exactement. Donc voilà, et puis c'est vrai que ça ouvre l'esprit, comme tu dis, tu rencontres des gens qui voyagent sur très long terme et qui finalement bah, optimisent énormément leurs dépenses. Et après, j'ai rencontré des digital nomades, j'ai rencontré pas mal de façons de vivre qui ça nous ouvre l'esprit. Après, c'est pas forcément comme ça que je voyais la suite, c'est-à-dire que moi, mon but c'est pas de gagner le moins possible pour vivre avec le moins possible, parce que j'ai envie de profiter de plein de choses. Mais tu vois que c'est possible en fait. Et ça t'ouvre l'esprit énormément. Ok, top. Combien tu remboursais sur l'appartement par mois? Je remboursais combien? 900, je crois. Ah ouais, donc Donc, ça faisait quand même, tu faisais quand même 900 euros ah de oui, façon archaïque, quoi. ah oui, Donc, oui, bien plus, hein. J'étais hmm. entre ouais, 1100 et 1900, quoi, 1000, 2000, Ah ouais, quoi. Ah ouais. ouais, Mm. bah, et l'étudiant, tu l'as payé au forfait. Enfin, c'était un forfait Ouais, ménage. C'était pas au ouais. Je pourcentage. sais plus du tout combien, mais je sais plus. Ok. Peut-être 40, je sais plus. Ok, très intéressant. Et donc, du coup, tu es au chômage, t'as pas d'immobilier, alors que Ouais. maintenant, tu as un empire colossal, en tout cas Bah, qui t'occupe bien. Comment on oui, on fait? fait Comment on un fait? pire. Alors là, du coup, donc je voyais jusqu'à temps que On est j'en ai marre. 2017 là. Ouais, c'est ça. Donc, je voyais jusqu'à temps que j'en ai marre, jusqu'à temps que psychologiquement, bon, j'ai besoin de rentrer parce que bon, que le voyage solo, au final, c'est quand même assez dur de façon émotionnelle parce qu'on rencontre plein de gens, on vit des choses très fortes, mais c'est très éphémère. Et on a de moins en moins de contact avec la famille et les amis. Donc, il y a un moment donné, j'ai senti que c'était le moment, je profitais plus du voyage, quoi. Donc, je suis rentrée, ça c'était donc 9 mois après. Je suis rentrée et là, ça a été très dur. Le coup dur, c'est de rentrer. Ben, qu'est-ce que je fais? J'ai plus envie de reprendre mon appartement à Paris. Donc, ce que j'ai fait, de toute façon, c'était clair. Et encore plus pour l'acter, je l'ai mis en location finalement longue durée après, c'est-à-dire Hmm. en bail meublé. Et je suis retournée chez mes parents, donc en campagne, complètement. Donc là, ça a été dur parce que je me suis dit, là, je suis au pied du mur, il faut savoir qu'est-ce que je veux faire, sachant que je recevais quand même beaucoup d'offres d'emploi qui correspondaient très bien à ce que je savais faire avec un très bon salaire, mais j'avais pas envie du tout, en fait. Pas du tout envie. Donc je commence, qu'est-ce que je fais? Je tâtonne un peu, j'ai été revoir, oui, c'est ça qui m'a fait le déclic, j'ai été revoir des amis
anciens collègues de mon école de commerce à l'INSEC à Bordeaux, et dont un qui faisait un blog voyage et qui gagnait déjà très bien sa vie avec son blog voyage. Je me suis dit, waouh, c'est génial. Enfin, il faisait 5 000 balles par mois pour un blog voyage. Donc, du coup, ben, ça m'a donné envie de faire pareil. Donc, j'ai fait un blog, j'ai essayé de commencer un blog voyage, mais plus pour des itinéraires longs, comme j'ai pu faire, genre 3 semaines dans un pays. Mais j'ai perdu mon temps, hein, clairement, mais bon. Mais ça m'a fait commencer à traîner dans les coworking. Et là, tu rencontres Hmm. plein de gens aussi, ça t'ouvre l'esprit sur que c'est possible de faire plein de choses en fait. Donc ça, c'est vraiment cool. Et j'ai commencé là, bah, avec ce mec en question qui faisait le blog voyage. On a acheté une formation de dropshipping. Hmm. Alors là, pendant plusieurs mois, j'ai fait du dropshipping et ça a marché très bien. En plus, j'étais sur la période juste avant Noël et je me suis fait un peu d'argent comme ça et c'était top et c'était trop bien, quoi. Là, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, c'est possible, tout est possible dans la vie. Ça m'a Hmm. vraiment reboosté quelque part. C'est la Et première personne que je rencontre en vrai qui a fait de l'argent en dropshipping. c'est Donc, vrai, non, non, si, j'étais au Brésil avec quelqu'un qui en fait un peu, enfin, plutôt du j'en connais Amazon plein. FBA. Ouais, mais c'est Ah parce ouais. que t'es dans ce secteur, c'est vrai, moi je suis pas du tout, j'ai l'impression que c'est une chimère, quoi. Donc, ouais. Ouais, il faut Donc, persévérer. dropshipping, pour Comme ceux ça, qui savent quoi. pas, juste tu peux expliquer peut-être en trois mots qu'est-ce que tu Dropshipping, le fais. principe, donc tu fais un site e-commerce en ligne où tu vends des objets, sauf que tu n'as aucun stock et dès qu'il y a une commande de passer, en fait, tu commandes au fournisseur directement, qu'il envoie directement à ton client. Du coup, pas de problématique de stock et de risque que tu vends pas tes stocks. Donc voilà, ça vraiment, ça allège le process et tu prends bah, forcément une commission dessus, comme n'importe quel revendeur fait, quoi. Et qu'est-ce qui fait que tu es un bon dropshipper ou pas? C'est Eh bien ben, gérer la pub, bien gérer les fiches produits, bien trouver les produits. et tout comme l'immobilier, il faut optimiser chaque point du process et faire bien chaque point du process, donc et persévérer. En fait, j'ai Ok. l'impression que c'est pareil dans tous les domaines. En fait, si on s'applique vraiment, on est passionné par ce qu'on fait et on optimise chaque point du process, tu peux que y arriver. Ok. Ok, Voilà. donc là, tu n'as toujours pas d'immobilier. Toujours pas. Le drop, tu pourras en vivre à ce moment-là? Ah ouais, non mais en Ouais. fait le problème c'est que c'était vraiment très irrégulier et en plus moi Hmm. ça marchait à ce moment-là parce que c'était avant Noël, c'est les 2 mois avant Noël et je vendais un objet enfin c'était pour un cadeau quoi, cadeau de Noël clairement, c'était une figurine où j'avais un problème de marque aussi parce que j'avais aucune licence sur cette Hmm. figurine et en plus c'était des mini Lego donc j'avais 2 problèmes de licence donc autant te dire qu'il fallait pas que je joue trop longtemps non plus. Donc voilà, donc je pouvais en vivre pendant ces 2 mois-là, mais ce truc, il était pas, je pouvais pas continuer pour ces raisons-là. Après, il fallait que je continue à chercher d'autres produits. J'en ai fait un petit peu, mais en même temps, dans cette période-là, j'ai commencé à faire des visites à Bordeaux, dans le centre de Bordeaux pour acheter un appartement. Je me suis dit, en fait, le marché immobilier à Bordeaux prenait vraiment de l'ampleur et de la valeur par rapport à la LGV qui arrivait. Et je me suis dit, pourquoi pas m'acheter un petit bien à Bordeaux. J'avais un peu d'argent de côté et du coup, ben, j'avais à peu près un budget total avec un financement pour 150 000 euros. Donc, je commence à faire mes visites et bah, très vite, j'ai trouvé un petit studio magnifique, très, enfin, comment dire, belle hauteur sous plafond, vraiment typique bordelais, en plein centre de Bordeaux. Et du coup, voilà, j'ai foncé. Je me suis fait financer donc sur, tu vois, j'ai apporté 50 000, je me suis fait financer sur le reste et j'ai fait les En travaux étant au moi-même. chômage. Ouais, on était en chômage. Donc là, banque familiale et j'ai eu la chance de voir l'accord de mes parents pour le cautionnement solidaire sur ce prêt-là. Ok. Effectivement, en étant en chômage, c'est compliqué, même si tu fais un gros apport. Hmm. Mais du coup, vu que c'est la banque familiale, j'ai jamais eu de découvert. J'ai toujours fait, enfin, j'ai une rigueur en gestion financière qui est assez, enfin, j'ai toujours mis de côté dans ma vie, etc. Je suis assez stricte là-dessus. Du coup, je pense qu'ils m'ont fait confiance, plus la caution solidaire, ben, c'est passé comme ça. Ok. Intéressant. Comme ça, on le sait si quelqu'un Voilà. est dans le même cas. Ok. Voilà. Et ensuite, donc là, je me suis mise à faire les travaux moi-même. Je me suis dit refaire du manuel, c'était génial. Alors, sachant qu'avant ça, vraiment, j'ai fait aucun travaux dans ma vie, hein. Vraiment, peut-être poser une étagère, c'est tout, hein. Parce que le bien que j'avais acheté à Issy-les-Moulineaux, je l'avais acheté refait. Il y avait rien à faire. De toute façon, j'avais pas le temps de rien faire. J'ai d'ailleurs mal Hmm. acheté, hein, mais bon, voilà, c'est un bien, c'est un achat que j'ai fait, mais c'était vraiment pas la belle affaire de ma vie.
Mais là, donc le studio, je me mets à faire les travaux moi-même et là, ça me plaît vraiment en fait de refaire du manuel, de choisir tous les matériaux. J'ai vraiment pris un gros kiff. J'ai travaillé à fond pendant un peu plus d'un mois. Donc on va dire peut-être 35-40 jours, il était terminé. Et là, je me suis dit, mais en fait, quand je mets mon appartement ici les Moulineaux en location courte durée, ça marche très bien en vacances. Pourquoi je le mettrais pas tout le temps en location courte durée en fait le Mhm. truc? Et c'est comme ça que j'ai pensé. Il n'y avait pas de formateur, il y avait personne qui disait oui, c'était pas une stratégie d'investissement, c'était à Mhm. l'époque quoi. Et du coup, c'est comme ça que j'y ai pensé. Et donc je l'ai fait et ça a marché direct et j'avais l'impression que c'était incroyable. Je me suis dit, mais ça y est, je suis sauvée en fait. Mhm. Je rembourse mon emprunt. Je paye les charges, je paye tout, il me reste 1 500 euros, quoi. Enfin, c'est quand même Mhm. incroyable, ça y est, enfin, je suis sauvée, je gagne pas autant qu'avant, mais je suis sûre que je reviendrai pas salariée. Avec ça, je suis complètement Mhm. sauvée. Donc, Et juste, tu forcément, peux nous dire les travaux, t'as appris, quelqu'un qui savait faire t'a aidé, il y a des forums, t'as regardé des vidéos, comment t'as pour fait, les ou le bon travaux, sens? alors j'ai fait faire par un pote l'électricité. Mhm. Pour ce premier appart, j'ai fait faire la salle d'eau et le carrelage. Après, j'ai toutes les autres, c'est moi qui Après, les ai fait. on a vu les vidéos, hein, et on peut les voir sur Et ton Insta. ouais. Et après, en fait, moi j'ai fait tout le reste. Donc après, c'était quoi? C'était fallait casser un mur pour. Bah, c'était une vieille cuisine, donc j'ai fait une cuisine ouverte. J'ai traité tous les murs, j'ai fait le sol. Voilà, c'était pas énorme. C'est un studio, donc qu'est-ce qu'il y a eu? Voilà, c'est pas énorme. Faut construire la Mhm. cuisine, bien sûr. Bon, les cuisines après, c'est pas très compliqué, mais ça c'était vraiment mon premier Donc, chantier. Et comment je fais? Ben, je regarde sur Internet, je demande des conseils aussi sur YouTube, mais c'est vrai que dans ma famille, moi, j'ai personne qui sait faire des travaux. mhm, Mon c'est papa, ça. il n'est pas du tout bricoleur, même malgré le fait qu'il est agriculteur, il n'est pas du tout bricoleur. Par contre, ma maman, elle est très débrouillarde, donc et elle a adoré aussi apprendre tout ça. Donc c'est vrai qu'elle m'a aidé sur tous mes projets et elle m'aide encore, et ça c'est cool. Et voilà, Mais c'est donc ça, du ça coup, c'est super intéressant. C'est d'avoir, quand on est investisseur immobilier, tu sais, il y a la courbe, je sais pas si tu l'as déjà vu, qu'en gros, à 18 ans, tu as déjà passé 90% de ton temps avec tes parents et 95 avec tes grands-parents, je sais plus. Et, ouais, euh, et en fait, les investisseurs IMO, ils prolongent un peu ça avec leurs parents, ceux qui ont des parents qui les aident sur les. Souvent, c'est des femmes, j'ai pu le voir en tout cas. Je sais pas si c'est juste que j'ai pas un échantillon assez large, mais en tout cas, moi, mon père, il m'a aidé, c'est vrai, il y a un an, parce qu'il y a un gars qui m'a fait défaut. Et en fait, ça faisait des années, je pense qu'on avait pu passer rien que 4 heures ou 5 heures d'affilée ouais, ensemble à faire autre chose que manger, quoi. Donc, ouais, et tu vois, enfin, je m'en rappelle, quoi, vraiment de ce jour-là, quand il m'a aidé et tout. Donc, ouais. donc Moi, c'est ça m'a super. beaucoup rapproché de ma maman et je suis très contente de ça. De, comme tu dis, sinon on partage quelques repas. À partir du moment que tu es partie de la famille, tu partages Hmm, pas vraiment. Et là, on a vraiment partagé beaucoup de choses et encore plus. Bon, on en parlera après, mais pendant mon projet de coloc, c'était incroyable, quoi. Enfin, on a vraiment fait beaucoup de hmm, choses ensemble. Elle venait 3-4 jours par semaine, donc c'est vrai que heureusement que je l'avais. Et c'est vrai que les travaux, quand on est seul, très souvent on a besoin de quatre mains quand même pour porter des ouais, choses, déplacer des trucs. Enfin, c'est presque indispensable. Donc, bon. yes. Bon. Très intéressant. Du coup, ensuite, tu as enchaîné à Bordeaux Ouais. ou. Alors, du Ouais, coup, après ce studio qui marchait bien, je me suis dit, oui, c'est magique. Enfin, je veux recommencer. Forcément. faut Et scaler, là, comme on dit sur Internet. Ouais. C'est ça. parce qu'elle est, ouais. Du coup, j'en ai cherché deux d'un coup, là, pour le coup. J'ai monté ma société et j'ai cherché un financement comme ça. Donc là, j'ai commencé à faire les choses un peu plus professionnelles, c'est-à-dire que j'ai fait un vrai dossier bancaire. J'ai été dire, bon voilà, j'ai fait celui-là il y a 6 mois, ça marche très bien. Maintenant, j'ai monté ma société, je vais en faire deux d'un coup. Vous me suivez ou vous me suivez pas? Et voilà, ils ont été, ils m'ont suivi, donc voilà, ils m'ont fait La même confiance. banque? La même banque, j'ai tout fait en fait la même banque. J'ai Ok. l'impression que pour l'instant, je suis, on va pas dire enchaînée, hein, merci beaucoup, mais c'est vrai que pour l'instant, je suis encore entre deux, pas assez professionnelle pour être allée dans une nouvelle banque sans qu'ils me Hmm. connaissent De toute vraiment. façon, tant qu'on me donne l'argent, on donne l'argent, hein, je veux dire. Ouais, c'est clair. Mais après, je peux pas trop négocier les taux. Je suis quand même en Hmm, porte-à-faux. Enfin, j'ai pas le pouvoir quoi de négocier hmm. quoi. Donc Bah, voilà. longtemps, on les négociait pas, c'est maintenant que ça. Enfin, c'était Ouais, pas super important. Et c'est quoi une SASU que t'as, du coup, pour ouais, le. Ouais. c'est ça.
Ok. Première SASU pour ces deux biens-là. Et donc Euh, là, toujours, t'étais toujours au chômage, je pense que là, ça se terminait. Là, on n'était pas loin du. Enfin, c'est quand j'ai acheté les deux autres, ça s'est terminé, le Ok. chômage. Donc là, vraiment, je vivais que de mes biens immobiliers. Sachant à ce moment-là, en fait, la petite histoire, c'est que quand j'achetais les deux nouveaux, il y a la loi de compensation à Bordeaux qui est arrivée. Et j'étais en compromis et j'ai pas mis du tout de clause suspensive par rapport à ça. Mhm. Donc là, il me restait que 3 mois pour faire les dossiers et pour que ça passe, sachant que là, j'avais un mois d'instruction plus un mois, donc 2 mois, parce que j'étais dans zone patrimoine de France, etc. Donc il fallait les architectes de France, donc un mois supplémentaire, pour que la DP de changement de destination vers le commercial puisse passer. Donc en fait, là, vraiment, ça a été un gros coup de flip pour moi, parce que si ça passait pas, ça voulait dire que je pouvais pas louer en location courte durée toute l'année. Ça voulait dire, ben, en fait, j'étais obligée quand même d'acheter le bien parce que j'avais pas de clause suspensive. Mhm. Et finalement, revendre, peut-être sûrement à perte, quoi. Ouais. On perd dans les frais de notaire au minimum, quoi. C'est Enfin, ça. ok. Donc voilà, c'était un gros Chaud, coup de quoi. pouce, mais c'était très chaud. Mais c'est passé. Donc, du Yes. coup, mes trois biens, le studio plus les deux T2, sont passés en locaux commerciaux. Donc, je peux les louer et je les exploite. Donc, du coup, depuis 2018, à full time, en location courte durée à Ok. Bordeaux. Et j'ai deux questions par rapport à ça. La première, c'est quoi ton avis? Est-ce que pour toi, c'était... Parce que je pense à la base, tu t'es dit, ah mince, sinon j'en aurais acheté 5 ou 7. Mais maintenant, enfin, tu te dis aussi, il y a beaucoup moins de concurrence par rapport à... Enfin, on le voit dans des villes, là, en 2 ans, comme ça a pu changer. Est-ce que Ouais. pour toi, c'est plutôt, maintenant, avec ton regard de 2024, c'est plutôt une bonne chose qu'il y ait eu cette loi ou une mauvaise chose pour toi, en tout cas? Alors, évidemment, j'aurais préféré en acheter 10 ou 20 et que la loi passe. Mais dans tous les cas, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Mais si j'avais eu un an de plus, oui, j'aurais pu acheter peut-être deux de plus. C'est dommage. Mais après, ce que j'ai fait, en tout cas, oui, ça fait prendre de la valeur à ceux qui sont en place, c'est sûr. Enfin, moi, Hmm. là, l'année dernière, j'ai fait ma meilleure année et ça ne fait, j'ai l'impression, que augmenter. Donc, Ok. moi, je pense que c'est une bonne chose parce qu'effectivement, hein, sinon, il y aura plus de logements. De Enfin, longue avec des. durée, et puis il y aura beaucoup de concurrence sur la courte durée. Et tu peux nous dire pour un appartement, peut-être pas sur le tout, mais combien Ouais. ça te rapporte en moyenne, peut-être sur, enfin, lycée Bah, par mois ou par an, combien ça te coûte? en Et fait, par exemple, le studio, au tout début, ben, je l'ai fait très basique et hmm, j'optimisais peut-être pas à fond, mais j'étais autour de 1008 à 2002 par mois de chiffre d'affaires. Maintenant, j'avais tendance à dire que de décembre à février, c'était les plus mauvais mois et j'étais plutôt à 2000. Et au final, là, il a fait 3000 au mois de décembre. Donc voilà, c'est pas, voilà. Donc du coup, en hmm, fait, là, maintenant, je suis plus autour de 3000 et l'été, 3005. Et il a même monté à 4000 le mois de la Coupe du Monde, donc de hmm. septembre. Ok. Et t'as quoi? Donc t'as un remboursement, t'as près 750 euros par... Ou non, même pas, moins, 500, Moins que ça, sur le vu que studio, t'avais j'ai que l'apport, 500, mais c'est ouais. celui que j'ai acheté le moins cher. Après, j'ai Ouais, acheté ouais. des studios où j'ai acheté plus cher. Au final, c'est une erreur. J'aurais mieux fait d'acheter que des studios parce qu'au final, je Hmm, loot de la même façon qu'un studio. Après, c'est un beau studio, c'est-à-dire qu'il a une mezzanine, ce qui fait que c'est presque un T2. C'est un T1 hmm. bis, on va dire. Mais de mettre 50 000 euros de moins, au final, mais il rapporte autant que les T2. Ok. À choisir, à refaire, j'aurais acheté que des Hmm. genres de T1 bis comme ça. Ouais. Mm. Bah, c'est vrai que moi, on avait un T2 là, et puis on l'a sorti du Airbnb, alors que j'ai un studio où vraiment la question, elle se pose pas du tout, faut le laisser en Airbnb. Et et t'as quoi comme t'as des charges, t'as pas de concierge, je pense, que c'est toi qui gères, t'as des femmes de ménage. Alors voilà, c'est clair que là, ouais, la conciergerie, pour moi, enfin, c'est pas le but parce que je veux optimiser et ça me prendrait beaucoup trop. C'est généralement, voilà, 20% plus les frais de ménage, donc ça représente Hmm. quasiment 40% du chiffre d'affaires. Donc moi, en fait, pendant très longtemps, tout ce que je pouvais, je le faisais moi-même. Donc ça prend du temps. Ouais, les ménages, c'est chiant. Il y a plein d'investisseurs, je ferai pas le ménage, etc. Ben moi, je trouvais que ça m'économisait au début 1 500 euros par mois. Donc j'avais besoin de ça pour avancer, pour mettre de côté ça en plus, etc. Maintenant, je le fais plus, mais ça fait pas finalement si longtemps que ça. Il y a encore un an et demi, ben je le faisais quand j'étais là et quand j'étais en vacances, je le faisais faire.
Donc après, c'est très difficile de trouver une femme de ménage qui puisse faire le linge chez elle, du coup, ou un homme de ménage. Bref, c'est compliqué à trouver quelqu'un qui fait bien le ménage et qui peut le faire chez eux parce que dans les apparts, c'est pas possible. Le temps que de la rotation, tu peux pas et laver et sécher et mettre en place. Mhm. Enfin, c'est pas possible. Donc voilà. Là, j'ai la chance d'avoir trouvé quelqu'un qui a monté sa petite conciergerie, mais il fait pas. Il m'a donné le choix de faire au forfait quand même, Ok. parce que je lui mettais quand même trois biens en plus, donc il était content. Donc on fait au forfait au ménage plus le linge, c'est 35 € par rotation. Et il a son local pas loin de mes appartements, en hypercentre. Il Ok. a un local avec les machines à laver et tout ça. Et il a des femmes de ménage qui gèrent. Et donc Mhm. voilà. Donc là, c'est l'entre-deux entre la conciergerie et le fait de Ah faire bah soi. top. Et c'est top, quoi. Pour l'instant, pourvu Ok. que ça dure. Voilà. Ok. Et j'avais une dernière question avant qu'on enchaîne, c'est donc ça fait depuis 2018, donc ça fait maintenant 6 ans Ouais. quasiment. Euh, Comment tu vois l'usure? Qu'est-ce que tu as fait? Parce que j'ai vu en story que parfois tu bloques, je sais pas, quelques semaines et puis tu les Ouais. pimpes un peu, tout ça. Euh, Bah, je donc trouve qu'est-ce que que, ouais, comment tu peux parce qu'il y a ouais. beaucoup de gens, ils viennent d'investir, tu vois, ils se rendent pas compte forcément de ce qu'il y a à faire ou pas faire. Ils ont déjà mis un gros billet pour refaire l'appartement. Et donc, voilà. Faut Quel est vraiment. peut-être les frais que tu as eu, les travaux que tu as fait, comment tu trouves dans quel état ils sont par rapport au début? Si tu peux un peu nous raconter, ouais, sur la durée. Ouais, bah déjà au début je me posais pas cette question, il y avait très peu de concurrence, donc ça marchait comme ça et voilà. Mais là au fur et à mesure je mettais plus de déco, j'essayais de créer un petit thème dans chaque appartement. Et là durant cette dernière année, pour chaque appartement j'ai carrément bloqué une semaine et refaisais la peinture, ça rafraîchit. Peut-être après des peintures, au lieu de mettre que du blanc, enfin, tu mets un petit blanc cassé qui est plus chaleureux avec plus de couleurs. En fait, dans la location courte durée, il faut créer l'attraction. Donc, faut pas avoir peur de mettre plus de couleurs, quitte que ça soit vraiment, voilà, on aime ou on n'aime pas, mais vaut mieux qu'on Mhm. aime beaucoup et faire repousser certaines personnes, et ben qu'il y en a qui aiment vraiment plutôt que d'être entre deux. Donc voilà, j'ai mis plus de déco, refaire toutes les peintures, changer quelques du mobilier. Donc voilà, et ça a vraiment, j'ai vraiment vu un impact sur ma rentabilité. On peut dire que j'ai pris presque 20 € par nuit et par appartement, quasiment après Ok. le repimpage là, de chaque appart. Pourtant, Donc, voilà, une hein, semaine de travaux et combien d'euros, tu dirais? entre 1000 et 2000 € par appart, Ah ouais, plus donc une c'est. semaine donc de blocage, ça correspond quand même à 700, 800 €. Faut compter ça aussi, mais ça vaut largement le coup. En 3 mois, Mhm. c'est remboursé, quoi. Et tu peux nous donner un petit conseil, genre un truc que tu as fait qui fonctionne bien? J'ai vu, tu as mis des sortes d'oiseaux, non? Des colombes ou c'était. Ouais. Ouais, j'ai fait ça dans le studio, justement, le tout premier. J'ai voulu donner un petit thème des oiseaux. Donc, j'ai acheté des oiseaux sur Etsy. Ça m'a coûté une blinde de transport, tout. Enfin, c'est un délire. Et plus les frais de douane, etc. Enfin, bref, ça m'a coûté une blinde, mais bon, ça fait un petit plus. Je sais pas si vraiment, on peut pas vraiment le calculer, hein, mais Hmm. c'est quand même sympa d'avoir des trucs originaux. Mais Ok. voilà, j'essaye de faire des petits trucs comme ça. Yes. Ok, top. Ben on va attaquer ton gros projet. Bon, c'est comme ça, moi, que je t'avais connu. Tu avais fait une bonne, euh, une bonne présentation là-dessus. Puis tu as une vidéo. Je pense, on peut la voir, je pense, sur ton Insta, la vidéo, Ouais, elle est comme ça de. attachée à mon profil. Ouais. Oui, j'ai fait une vidéo qui retrace un petit peu tous ces travaux Voilà. de la collab. En accéléré, comme ça, on voit. Très, très intéressant. Donc, tu as activé, et ça fait pas longtemps que j'ai appris, enfin, tout le monde connaissait le concept, je pense, mais il y a beaucoup de gens qui en parlent sur YouTube, c'est le monk mode, donc le mode moine. Toi, c'est un peu ce que tu as fait quand tu as acheté, donc tu as acheté une grande maison, hein, maison de maître, c'est ça? Ouais, c'est ça. Quelle surface elle fait? Donc en fait, j'ai cherché. Elle fait 300 mètres carrés quand j'ai acheté, habitable, et maintenant 365. J'ai créé de la surface habitable, Ok. sous-sol, un petit peu sous les combles. En fait, j'avais l'idée de faire après le passage de la loi à Bordeaux, vu que je pouvais plus refaire de nouveaux biens en location courte durée. J'ai cherché un nouveau marché
et une nouvelle exploitation. Et j'avais envie de faire une colocation, donc 3-4 personnes, comme on entendait une colocation. Mhm. Mais au final, vu que j'avais l'habitude de dépenser au moins 200 000 par appart, quand tu vas dans une ville plus petite, 200 000, t'as vite beaucoup de mètres carrés. Et je me disais, mais c'est pas possible, je vais pas faire un nouveau projet à 50 ou 70 000, c'est pas possible. Enfin, ça me paraissait trop Mhm. perdre de temps. En tant qu'à faire, autant faire un gros truc. Et du coup, j'ai trouvé une super maison. Enfin, vraiment, je suis tombée sous le charme. Vraiment le charme de l'ancien, vraiment typique, une maison bourgeoise du centre-ville. Et je me suis dit, je vais faire une grosse colocation. Je ferai autant de chambres que je pourrai dans cette maison. Alors voilà, souvent ça faisait peur quand je parlais de ça. Enfin, il y en a qui me disaient, ça marchera pas, personne n'a envie d'habiter avec 10 personnes, etc. Bon, moi, je me suis dit, tant pis, je prends le risque. C'était un gros risque. Mais je vais prendre le risque. Et au fur et à mesure, en fait, pendant les travaux, le terme co-living est arrivé. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Donc, je vois pas pourquoi ça marchera pas. Donc, ça m'a quand même rassurée. Et quand tu parlais de Monk Mode, en fait, quand j'ai acheté, c'était juste avant le confinement. Et je me suis confinée donc dedans. Et j'ai commencé à détruire. Il fallait absolument que je me donne un max. J'avais quand même un budget travaux qui était minime. Donc, je me suis dit, je vais faire un maximum de travaux moi-même, ne pas perdre de temps. Donc, pendant ce mois-là, j'ai commencé à détruire, finaliser les plans, faire passer les artisans pour faire les devis et tout ça. Et au final, j'ai passé 14 mois de travaux hyper intenses avec 4 jours off. Sur, 4 sur- jours, donc 14 mois, ça doit faire quoi? 430 jours peut-être? Et Ça fait, en fait, c'est bizarre. 1% de congé, ça va. 1% de jours de congé. Ouais. Au final, c'est marrant parce que ces 4 jours, pendant ces 4 jours, je culpabilisais de pas être sur le chantier. C'est quand même Ouais. incroyable. Parce que quand on a pris le pli et qu'on est dedans, enfin, Mm. c'était la normalité. Je me levais, je Mm. travaillais. Le soir, je faisais tout ce qui était administratif, rechercher, un petit peu sur YouTube comment faire ça et ça et organiser le projet. Et puis, c'était répétitif et puis j'avançais. Et les 3 jours ou les 4 jours que j'ai rien fait, et là, j'étais, ah, j'aurais pu faire ça, je perds du temps, je perds de l'argent. C'est pas possible. Ouais, Yes. Ok, donc le projet, c'est 14 mois, 14 chambres, du coup, ouais, c'est ça? c'est Chaque ça. chambre a sa salle de bain, salle d'eau, non? Ouais, au début, j'avais prévu une salle d'eau pour 2 à 3 personnes. Et en fait, je me suis vraiment mis à la place. Et j'ai vraiment fait la maison comme moi, j'aurais voulu vivre la vie dans cette Mm. maison. Et je me suis dit que partager ma vie avec 14 personnes, ok, mais je veux mon intimité et partager une salle de bain avec des gens que tu ne connais pas vraiment, surtout au Mm. début, j'ai pas envie. Donc je dis, tant pis, ça va me coûter beaucoup plus cher, ça va me prendre plus de temps, mais je vais faire une salle d'eau par chambre et je pense que ça fait la différence et ça apporte Mm. vraiment beaucoup plus de confort. Yes. Et un WC par chambre aussi, Non, ou par ça... contre, les toilettes, en fait, le problème, c'est que je pouvais pas vraiment faire une salle d'eau vraiment fermée dans chaque chambre. Donc, c'est des Mm. recoins qui sont quand même plutôt bien faits, mais ça fait pas cabine de douche dans un coin de Ouais. chambre. Tu voulais surtout pas ça. Donc, c'est quand même bien fait. Mais un toilette, tu peux pas le faire ouvert sur la chambre. Oui, oui, oui. C'était beaucoup trop de contraintes en plus. Donc, par contre, les Ouais. toilettes sont communes, mais il y en a 2, 3, 4, il y en a 5 sur toute la maison. Ok. Donc ça va. Ok. Très intéressant. Bah, la plupart des gens qui vivent en famille, en fait, ils n'ont pas même ce ratio de, Ouais, c'est ça. de, de salle de toilette. Ok. Donc, j'ai quelques questions, bien sûr, là-dessus. Tu peux nous donner un peu les chiffres, peut-être, du co-living? Alors, j'ai acheté donc 225 000, je crois. Donc, faut rajouter les frais de notaire et tout ça. J'avais prévu 100 000 € de travaux. C'était vraiment prévu à la louche. Donc, je me suis bien plantée, surtout comme Pour 100 euros le mètre j'avais prévu. carré, avec les meubles. j'avais- c'est ça. J'avais prévu en plus faire que 10 chambres et pas une salle d'eau par chambre. Enfin, plein de trucs Non. que j'avais pas prévu de changer et tout ça. Donc, au final, j'ai eu une erreur d'estimation de 100 000 €. Donc, 100 000 € de plus que j'ai. Bon, j'aurais pu demander une avance de plus à la banque, mais je me suis dit, ça serait bien que je le fasse pas. Donc, en fait, cette époque-là du virus nous a fait faire que finalement, on a eu la chance de décaler toutes les mensualités donc de tous mes biens, Mhm. c'est-à-dire à la fois ici les Moulineaux et les 3 biens de Bordeaux, ce qui fait que ça m'a fait finalement de la trésorerie qui rentre. Et cette trésorerie, j'ai pu l'injecter dedans. Ok.
Donc, j'ai injecté tout ça. J'ai fait un peu d'argent en bourse. Donc ça aide aussi et j'ai tout mis dedans et je dépensais rien moi en termes enfin j'avais aucun loisir, je mangeais des pâtes, je dépensais quasiment rien, genre moins de 100 € par mois et bah, j'attendais que ma maman m'amène à des bons repas pour bien manger parce que Voilà. sinon vraiment je serrais la ceinture sur tout et je préférais mettre tu vois 20 balles dans acheter des vis à Leroy Merlin que 20 balles pour m'acheter un nouveau fringue quoi, vraiment je m'achetais Ouais. rien du tout, j'ai fait vraiment le mode le moins de dépenses possible personnelles. Ok. Et du coup, combien tu loues? Tu peux nous dire? Je loue charge comprise en moyenne 500 € la chambre. Donc Ok. ça évolue suivant les chambres et le confort, la grandeur, etc. de chaque chambre. Donc Mhm. ça va de 480 charges comprises à 560 charges comprises. Et bah, au fur et à mesure, ça augmente hein, avec bah, l'inflation et finalement, bah voilà, je j'ai pas de mal à remplir, donc c'est l'offre et la demande hein, qui fait le marché Mhm. aussi. Hein. Donc voilà, Ok. ça marche bien, Et plutôt les gens, bien. ils restent combien de temps? T'arrives déjà à faire une sorte de... Bon, au final, Bah c'est alors, fini quoi, en 2021? ça s'est fini en septembre 2021. Ok. Ouais, c'est ça. Non, oui, 2020? c'est ça. Et du coup, en 2021? fait, j'ai un peu plus de 2 ans d'exploitation full. Mhm. Parce qu'en fait, ça a commencé un peu plus tôt. Hein. J'ai eu des rentrées. Moi, vu que j'ai tout mis dedans, j'avais plus d'argent, j'avais même pas sûr que ça allait fonctionner. J'avais quand même très peur. Et du coup, je me suis dit, plus tôt l'argent rentre, mieux ça sera. Donc en fait, j'ai fini les communs, au moins la cuisine, le salon. Et après, j'ai fait une chambre par chambre, mais je faisais rentrer quelqu'un Ok. dès qu'une chambre était terminée. Et Mhm. jusqu'à donc toutes les 2 3 semaines, il y avait une chambre qui était terminée et jusqu'à que moi je parte et je laisse ma chambre. Et là, donc ça, c'était en Ah oui, parce que septembre. t'habitais dedans, forcément. Ouais, j'habitais dedans tout le temps, quoi. Bah ouais, forcément, Mhm. bah là, j'allais pas faire des allers-retours. Au final, vaut mieux être Mhm. sur le chantier, pas de temps de trajet et voilà. J'étais vraiment que imprégnée dedans, donc voilà. Ok. Trop intéressant. Et Donc voilà, on puis, se doute bien, on le voit bien sur les photos, il n'y avait pas de chauffage au début, je pense. ouais, non, il y avait rien du Enfin, il y tout. Et a puis la maison, puis il y avait de en l'air plus, qui passait partout. c'est ça, je démolissais en plus, donc plus ça allait, plus il faisait froid. Mais heureusement que c'était pas début de chantier, tu vois, en décembre. Parce que là, je me Ouais. rends compte sur le nouveau chantier, en fait, cette période-là, c'est vraiment le pire parce que quand tu démolis, t'as rien, t'as pas de chauffage, il y a de l'air qui passe partout, c'est tout humide. Ah, Bon, là, c'était en mars, donc ça va, mais quand même, il faisait un peu froid. Et en plus, bah, mon pauvre radiateur là, mobile que j'avais, il faisait griller toutes les prises. Donc, à un hmm. moment donné, j'avais quasiment plus de prise. Je prenais une grande rallonge pour aller prendre la dernière prise tout en bas là pour avoir mon Euh, petit chauffage. C'est n'importe ouais. quoi. Ouais, c'est et Et c'est pour ça, alors ça c'est un truc tout bête. Même quand t'as des locataires qui partent, moi souvent je fais les visites moi-même. Et s'ils ont coupé parce que j'ai un gestionnaire qui fait les états des lieux de sortie, et ça m'est arrivé plusieurs fois qu'ils aient coupé le chauffage, genre en février. Tu fais 2 heures de visite mais t'es glacé. Franchement, t'es glacé enfin surtout là, c'est juste visiter, donc tu portes rien. Et au début, t'as pas l'impression qu'il fait froid, mais en fait, putain, tu sors de là, t'es congelé, quoi. c'est Donc toi, ça. j'ose pas imaginer. En plus, tu dormais là et tout. Ok. Donc voilà, on voit, ça fait beaucoup d'argent. Si vous faites 14 fois 5, si vous avez été à l'école, vous savez combien ça fait. Mais c'est vraiment, enfin, félicitations, parce qu'en tout cas, moi, je suis Merci. sûr et certain que je l'aurais pas fait. Euh, ok. Donc, en termes de rotation, tu demandais, en fait, sur 2 ans et demi, là, que j'ai un petit peu de recul, la première année, il y a eu 7 rotations, donc ça représenterait finalement 2 ans, pour chaque personne reste 2 ans. Mais Hmm. là, cette année, j'ai eu plus de rotations. Je pense que je suis à 8 9 là. Ok. Enfin, l'année 2023 qui vient de passer. Ouais. Donc, voilà. Donc, ça Ok. va quand même. Hein. Mais Ça t'arrives va. à louer à chaque fois, donc Ah ouais, t'as là, pas. franchement, j'ai vraiment pas de soucis. Vraiment, je choisis, hein, je Hmm. choisis bien. Je peux pas prendre, je prends pas d'étudiants parce que bon, il y a beaucoup de jeunes actifs et puis ça va peut-être aussi réduire mes risques d'avoir des gros stuff de toutes les écoles Hmm. qui viennent dedans. Je Hmm. prends que des gens qui viennent de loin aussi. Ça permet aussi je pense, d'avoir une meilleure cohésion parce que chacun cherche à avoir de nouveaux amis sur Hmm. place. Pour moi, c'est un risque en moins aussi que chacun ramène tous ses amis bah, de la région. D'enfance et tout, ouais. Ouais. Voilà. Donc, Ok. je choisis au mieux. Ouais. Ok. Et je me souviens que t'avais parlé, je crois, de plusieurs trucs sur le chantier de spécificité. Moi, je m'en rappelle d'une surtout. C'était par rapport à l'eau chaude. Tu disais qu'en fait, tu avais un système, parce que sinon l'eau chaude mettait trop de temps à arriver dans
Ouais. dans toutes les douches, que tu as un système spécifique du coup parce que la plupart des auditeurs n'ont pas 14 salles de bain chez eux. Donc peut-être tu peux Ouais. expliquer. Et en fait, c'est comme c'est le C'est chauffé au système. gaz? L'eau, c'est au gaz ou c'est Ouais, Ok. au gaz, ouais. Le système, c'est un circuit de bouclage. C'est comme pour les hôtels, parce que la chaudière, les ballons de stockage d'eau chaude sont, pour certaines chambres, c'est vraiment à l'opposé de la maison. Donc, si on ouvre le robinet d'eau chaude et qu'on attend que ça vienne du sous-sol, ça peut prendre 2 minutes. Donc, en fait, le circuit de bouclage, ça permet de faire tourner de l'eau chaude constamment sur certaines créneaux horaires. Donc, on va dire le matin ben, avant les gens sont censés se réveiller pour aller au travail et prendre une douche, et le soir à la débauche. Donc, en fait, de 7h à 10h, je laisse tourner, et le soir, je pense que c'est de 17h à 21h, je pense. Et du coup, pendant ce temps-là, il y a de l'eau chaude qui tourne dans ce circuit. Ça veut dire que au lieu de puiser l'eau chaude depuis le sous-sol, depuis la chaudière, ben, ça puise sur ce circuit, donc qui est peut-être à 2 mètres. Donc ça arrive presque instantanément, plutôt que Ok, d'attendre. très intéressant. Et ça, je pense que c'est hyper dur à chiffrer, mais c'est un coût en termes d'énergie, de perte d'eau, quelque chose ou bon, après C'est c'est un que circuit fermé, je suppose. c'est un circuit fermé, donc c'est-à-dire que c'est un petit moteur qui fait tourner cette eau pendant ces créneaux. Et après, même quand c'est éteint, il y a encore de l'eau chaude le temps qu'elle refroidisse pour Ouais. quand même un petit moment. On peut dire 2, 3 heures de plus. Donc au Hmm. final, voilà, mais je pense pas que ça soit une grosse perte en énergie. Je pense que Ok. ça représente moins de pertes que si tu fais gaspiller toute cette eau au final pendant 2, 3 Ouais, minutes. si les gens ils attendent pendant 3 minutes que. Voilà. Ok. Et il y a une autre spécificité que tu as, je sais plus si tu avais parlé d'autre chose, mais par rapport voilà, à ce nombre de lots, bon, tu as trois, quatre frigos, je suppose. Ouais. Par exemple, ce qui était chiant, c'est que j'ai pas pu mettre des plaques à induction ou vitrocéramique parce que, ben, au niveau de la puissance électrique, il fallait que je fasse attention. Donc, j'ai pris tout l'électroménager. J'ai pris tu vois, la Le notation A+, A. là, ou les trucs comme ça. Ouais. Voilà, à plus, donc ça coûte plus cher à l'achat, ça c'est clair. J'ai dû mettre du gaz, voilà, pour la cuisine parce que ça prend vite 3000 ou 4000 kilowattheures, donc je pouvais pas. Sinon, il fallait que je passe en monophase, donc changer de compteur et faire, enfin, c'est vachement plus compliqué pour les prises, etc. Enfin, voilà. Donc j'ai dû temporiser tout ça et Hmm. j'avais pas forcément le choix après pour la cuisine. Je trouve pas ça génial, hein, le gaz pour la cuisine, donc mais bon, c'est comme ça. Ok. Faut faire Et des choix. est-ce que tu as déjà dû gérer des conflits inter-colocataires ou des. Entre eux, je Ouais, sais pas tout ce qui se passe entre eux. Ils font ce qu'ils veulent. Ça me mais toi, revient pas. t'as pas eu à gérer ça. Je pense que c'est le gros avantage que tu as d'avoir des jeunes actifs. Moi, là, j'ai deux jeunes locataires. Ils m'écrivent tous les mois qu'ils m'ont envoyé le loyer, quoi. C'est un truc de malade. Ça m'est jamais arrivé sur, je sais pas, j'ai touché des centaines et des centaines, même surtout mon demande des milliers de loyers. Ouais. Mais là, tous les mois, bah, là, on est quoi, le 6. Là, les deux, ils m'ont déjà écrit. En plus, c'est marrant, genre, virement à Proprio. Genre, c'était écrit comme ça. C'est comme ça que, que je m'appelle dans leur web banking. Et donc, ouais. Donc, Ouais, ouais, il y quand en a t'as deux des jeunes actifs, je pense qu'ils sont plus autonomes que si tu prends des jeunes de 18 ans, quoi. Ouais, il y en a deux qui me font ça. Ils m'envoient. J'ai bien envoyé le loyer. Après, moi, la relation avec eux c'est vraiment bien dégradée parce que je pense qu'en fait, je sais pas, il y a une certaine jalousie, mais en tout cas, dès que, en fait, ils comprennent pas certaines choses. Par exemple, à l'état des lieux de sortie, quand je vais prendre un dédommagement pour un trou dans le mur. Ils vont se dire, par exemple, une fois, il y avait un petit trou, j'ai pris un dédommagement de 40 euros et on m'a dit, non, mais c'est n'importe quoi. En plus, tu as remis en location juste après, donc ça veut dire que tu n'as pas refait la peinture. J'ai dit, ben, évidemment, c'est leur dédommagement. Si je devais faire la peinture et attendre une semaine qu'un artisan le fasse ou que je le fasse, c'est pas 40 euros en fait, c'était 500 euros. En fait, c'est Hmm. le principe d'un dédommagement pour que le jour Hmm. où on le refait, on a déjà une somme qui est dédiée à ça en fait. Mais Hmm. toi, c'est des choses comme ça. Ou le ménage, des fois, je vais prendre 30 euros de ménage. C'est moi qui me fais 2 heures de ménage. Moi, par exemple, avec ma mère, on est deux à faire pendant 2 heures de ménage. Je prends 30 euros. Ils vont me dire que je suis une voleuse, en fait. Alors que si j'avais Hmm. pris
un service de ménage, comme c'est normalement le cas, non seulement, du coup, va falloir l'attendre, ça sera peut-être le lendemain, etc. Donc là, tu perds du temps, etc. Mais en plus, rien que le déplacement, ça va être 30 ou 50 euros, plus l'heure de Hmm. ménage. Enfin, ils se rendent pas du tout compte de ce qu'il y a derrière, ils se rendent pas du tout Hmm. compte de l'impact de tout ça, quoi. Enfin, c'est Ok. assez compliqué. Donc, je voulais justement installer une meilleure relation, proprio. Locataire au début, j'ai organisé des soirées quand j'étais dedans, j'ai essayé de faire les choses bien et Hmm. d'avoir un échange. Et au final, ça a fait l'effet inverse. J'ai l'impression que justement le fait de me connaître, ça met un espèce Ouais, trop de, détendu, quoi. ouais, de sentiment où Ok. ils se gênent pas pour demander de négocier leur loyer, de refuser une Hmm. augmentation de loyer, enfin des trucs comme ça. Je me dis, Ouais. mais pour qui vous prenez en fait? J'ai essayé d'être Hmm. gentille, de vous faire des Hmm. faveurs, et en fait, c'est l'inverse qui se passe, quoi. Je comprends pas du tout. Ouais. Bah, c'est souvent comme ça dans la vie, malheureusement. Alors, on va faire un petit dernier point sur ton dernier projet. Et puis Ouais, ensuite, j'aurai un petit quiz pour toi. ok. Alors, mon dernier projet, je suis en train d'acheter dans la même ville. Bon, j'ai eu beaucoup de problèmes pendant le compromis, à la fois sur la destination du bien et à la fois sur le nombre de lots, en fait. Enfin, c'était n'importe quoi. L'urbanisme répondait toujours des réponses différentes. J'ai fait plusieurs DP avec des réponses différentes. Donc, je me suis dit, au bout d'un moment, ça faisait 9 mois que j'avais perdu. C'est bon, j'y vais quand même et on verra. Donc, ce que je vais en faire, c'est finalement, donc c'est un seul lot. Ça va être le même principe que L'eau, genre un immeuble, enfin, une maison, du coup, monopropriété, ouais. voilà, parce qu'il n'y a qu'un seul lot. Mhm. Et du coup, ça va être le même principe que le co-living, sauf que les chambres, je vais les faire à location courte durée. Et je vais ajouter un thème pour passer au-dessus de la concurrence, c'est-à-dire je vais essayer de créer une immersion dans chaque chambre. Ok, Voilà. trop bien. Combien de temps de travaux? Ah On bah a ça, vu, je te... hein, avec ton visage rempli de poussière et tout, on a vu des stories. ça, je te dirai à la fin combien de temps ça prendra. Je peux pas, j'arrive pas à Ok, évaluer. plusieurs C'est mois. Disons que le but, c'est qu'à la fin de l'année, ça soit en route et terminé et Ok, optimisé et tout, quoi. Voilà. plusieurs mois. Ok, top. Alors, j'ai un petit quiz pour toi. Ouais, C'est un quiz homme-femme, parce que souvent tu parles de l'investissement quand on est une femme, et du ouais, coup en fait j'ai fait une recherche, je sais pas tout ce que ça vaut, mais apparemment en 2021 il y a une étude qui a dit que 45% des euh, des biens à acheter seuls, des emprunts seuls, sont faits par des femmes. Donc ce qui ça s'est énormément amélioré. ouais, Et du coup, en fait, j'ai décomposé en 9 étapes le processus d'achat d'un bien. Et ouais, tu vas dire, et tu peux justifier ou non, si tu veux, t'es pas obligé de justifier, mais tu ouais. vas dire si selon toi, être une femme, c'est un avantage, un inconvénient, ou c'est pareil qu'être un homme sur chacun des D'accord. points. OK? Ouais. Hyper glissant comme terrain, mais je me suis dit, bon, ben voilà, Ouais, voilà, t'es, surtout t'es, avec t'es- moi. Mais bon. t'es la personne la plus. Et puis, bien entendu, jusqu'à preuve du contraire, on peut pas être homme et femme. Donc, chacun a forcément une vision biaisée. Donc, voilà. Donc, première étape, se décider à commencer les recherches pour investir. Est-ce que pour toi, c'est plus simple quand on est un homme, quand on est une femme, ou c'est pareil? Je pense que c'est pareil, ça dépend de notre tempérament propre. Ok. Pour toi, c'était pareil. T'as pas l'impression que. On est... Il y a bien sûr, il y a aucune bonne ou mauvaise réponse. Mais après, Ensuite. faudrait rentrer dans le sujet plus profondément. C'est-à-dire que oui, peut-être qu'on est plus conditionné dans notre société en tant que femme. On nous dit de pas trop prendre de risques, etc. Mais sinon, quand t'as démoli, enfin déconstruit ça, c'est ton propre tempérament qui prend le dessus. Moi, je sais que je suis une fonceuse. Peut-être que la société m'a dit prends pas trop de risques, Sophie, ça se fait pas, surtout pour une femme, etc. Hmm. Mais maintenant que j'ai déconstruit ça, j'aime ça. J'aime prendre des Ok, risques, j'aime foncer en fait. ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On appelle pour le bien. Est-ce que quand on appelle pour se renseigner, t'as l'impression que être une femme, ça aide pas? Moi, si par exemple je suis agent immobilier et que je suis célibataire en recherche de l'âme sœur, peut-être que je serais plus conciliant pour faire une visite un samedi à 15h30. Mais Ouais. est-ce que tu as l'impression, voilà, que ça a pu t'aider, pas t'aider, aider à visiter en premier? Non, ça va. Peut-être que au tout début, oui, quand j'étais plus jeune, une petite jeune et qui fait des visites. Attends, elle a pas les moyens, elle fait des visites dans le gaz. Mhm. J'avais l'impression qu'il me revoyait ça.
Maintenant, moins, parce que bon, et je leur dis direct ce que j'ai fait et ils voient que bon, j'ai de l'expérience, Mhm. donc ça va. Ouais. Ok. Ensuite, tu visites. Donc là, c'est pareil, je suppose, tu montres, tu dis ce que Pareil. tu as déjà un peu. Ouais. Forcément, ça dépend hein, toujours un peu. Parfois, si le vendeur il est là, t'as pas envie de dire, bon, bah écoutez, je vous explique, je fais 10 000 euros par mois, donc vous allez me vendre votre bien pas cher. Et du Ouais. coup, ok. Donc là, c'est pareil, on va Ouais. dire, la Pareil. visite. Puis maintenant, tu as l'œil pour les travaux. Ouais. Tu peux parler un peu. Ok, quand on fait une offre, on se décide. Donc toi, tu as dit que tu es fonceuse. Est-ce que tu réfléchis beaucoup? Est-ce que tu réfléchis pas beaucoup? Est-ce que tu as l'impression que... Moi, j'ai mes tableaux, je pose les chiffres, chiffres, plein de scénarios. Et après, c'est aussi le feeling dans le bien, quoi. Enfin, je fonctionne aussi beaucoup au feeling. Donc, voilà. Ok. On essaye de se... Enfin, parfois, c'est quand même... Si toi, tu ressens une émotion, enfin moi, en tout cas, je me dis, si je ressens une émotion, par exemple, l'appartement que j'occupe, aujourd'hui, ça se voit pas, mais il est super clair, il y a que des portes-fenêtres. Et quand je suis rentré dedans, vraiment, je me suis senti trop bien, parce que moi, je suis hyper sensible à la lumière. Et, Ouais, euh, et du très coup, je le important. voulais tout de suite. Après, j'ai posé les chiffres et tout, et puis c'était une bonne affaire. Mais, euh, mais je me suis dit aussi que si moi je suis sensible à la lumière, je suis pas le seul, quoi. Je veux dire, il y a donc tôt ou tard, si tu le revends ou si tu le loues, ben il y a des gens, peut-être pas tout. Donc faut faire gaffe. Si c'est la lumière, je pense que c'est un truc qui concerne beaucoup de gens. Il y a d'autres, il y a d'autres choses plus précises qui peuvent être plus nichées. Ouais, Bon, si on a un coup de cœur, ça peut aussi ou qu'on se sent bien, on n'est sûrement pas le seul à faire ça. Ok, ouais. ensuite tu vas, donc tu as fait l'offre, contre-offre, tout ça. Bon, en général, il y a souvent un agent entre, donc le fait que tu sois homme, femme, je pense pas que ça va changer Ouais. grand-chose. T'as acheté via des agents, Ouais, bah, toujours ou... malheureusement, il y a toujours eu des agents entre deux, Hmm. ouais. Ouais. Bah après, souvent, ils font quand même baisser les prix affichés. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Donc, ils servent pas à rien à l'achat. À la vente, ça peut se discuter. Et ensuite, à la banque. Donc, toi, tu as pu tout emprunter dans la même banque. Donc, en fait, Oui, en ayant que des revenus issus de l'immobilier. oui. Encore maintenant, quoi. Ok. Ouais, ben, du coup, il y a une fois où j'ai cherché à essayer de me faire financer ailleurs, c'est donc pour le co-living. J'ai fait 13 ou 14 banques et il y en a qu'une seule, autre que la mienne, qui m'a dit oui, mais quand même une Ok. seule, donc j'étais Ok. contente. Mais au final, bon, vu que j'étais nouveau client, ça te mettait beaucoup plus longtemps, donc j'ai quand même Hmm. passé pour ma banque. Mais du coup, je l'ai gardé sous le coude et bah, je mets 500 euros de côté chez eux tous les mois pour que le jour où j'ai besoin, ben, je suis là. Depuis que vous m'aviez dit oui, j'ai mis Hmm. de côté, j'ai un petit. Enfin, donc j'espère que ça va un petit peu fonctionner pour si un jour j'ai besoin de me faire financer et en parallèle déjà d'un autre projet que avec ma banque que je suis un petit peu bloquée, ben, que ça servira à quelque chose. Ok. Bon, ensuite, tu es chez le notaire. Voilà, en général, il n'y a pas trop de discrimination hein, chez le notaire. Non. Homme-femme, avec les vendeurs. Est-ce qu'on t'as déjà ressenti quelque chose par rapport aux vendeurs? Soit ton âge, soit que tu sois une femme. T'as déjà... Là, par exemple, pour le compromis du nouveau bien, je suis en train d'acheter un nouveau bien Ouais. à Bordeaux. Là, c'était on va dire, un vieux, hein, 75 ans. Quand il m'a vu, il m'a dit, ah, ok. Enfin, j'ai senti le truc qui me prenne de haut. C'est un peu des comportements, c'est difficile Hmm. à expliquer. Mais ouais, je sais pas, c'était assez Hmm. bizarre. Mais il a été quand même, enfin, je trouve qu'il a été bien. Après, à la fin, en fait, il m'a expliqué tout le l'historique de pendant le temps qu'il avait le bien, donc qui a été les locataires et tout. Et ça, je trouve ça cool. Tout le monde le fait pas. Hmm. Et il y avait un petit comportement de supériorité que bon, Ok. j'ai pas aimé, mais voilà. Mais ça m'est arrivé qu'une fois. Mais c'était très intéressant. En fait, j'étais venu en train pour acheter un bien et du coup, j'avais pas de voiture et c'était quand même un peu loin de chez le notaire. Et donc, je vais toujours voir les biens ben, juste avant d'acheter. Et en fait, du coup, c'est le vendeur qui m'a emmené chez le notaire. Il m'a raconté un peu toute sa vie. C'était super intéressant. Il avait arrêté de bosser à 39 ans. Maintenant, il avait bien 70 ans. Il avait habité à Saint-Barth et tout. Puis il m'avait raconté, il avait fait pas mal de grosses boulettes qui avait fait que c'était sa RP de 45 mètres carrés là. Mais franchement, j'ai appris beaucoup sur ces 10-15 minutes de bah à la fois sur le bien et puis sur l'entrepreneuriat et puis où il en était et tout.
Ouais. Passer un peu de temps avec les vendeurs, c'est pas toujours bête. Ensuite, avec les artisans. Bon, là, c'est sûr qu'il y a une différence. Je sais pas si elle est positive ou négative, mais c'est sûr qu'il y a Ah, une différence. complètement. Euh, Qu'est-ce que t'en Complètement. Là, penses? c'est compliqué là. Là vraiment, ils me prennent tous de haut. Euh, donc ça a été compliqué, mais au bout de quelques mois là pour le co-living, en fait, au bout de quelques mois, quand ils ont vu que bah, j'étais carré, que je voulais que les choses soient bien faites, que j'avais fait mes recherches, que je savais de quoi je parlais, etc. Bah ça s'est bien passé ensuite. C'est-à-dire que là, par exemple, pour le nouveau projet, j'ai pris pour la plupart les mêmes artisans. Mais j'avais fait d'autres devis avec d'autres personnes. J'ai fait à peu près Hmm. pour chaque corps de métier 3 devis. Et à chaque fois, les nouveaux, mais c'est incroyable, quoi. Vraiment, ils me prennent de haut, ils m'ont fait des devis délirants. Ils m'ont dit non, ça vous rendez pas compte, c'est beaucoup trop compliqué, machin. Hmm. Par exemple, et le pire, c'est les femmes au final. Là, j'avais fait faire un devis par une femme, une maçonne, pour boucher une trémie. Et elle m'a dit, non, mais ça, vous rendez pas compte, c'est trop dur et tout. Finalement, avec ma mère, on a dit, on va le faire. On l'a fait en 3 jours. Et voilà, enfin, c'est pas trop dur. Si une maçonne, c'est pas boucher une trémie, mais enfin, qui le fait, quoi, en fait, qui peut Ok. le faire? Et en fait, ils Ouais. m'ont tout pris de haut et limite à vouloir me dire, ah oui, vous savez pas de quoi vous parlez, faut faire ci, faut Hmm. faire ça. Mais en fait, mais c'est pas mon premier projet. Mais vraiment, ils m'ont mal parlé et j'ai dit, bon, bah, c'est bon, je prends les mêmes artisans qu'avant. Eux, ils me Hmm. respectent, ils ont compris que ben, je savais de quoi je parle et ce Hmm. que je veux faire. Mais du coup, si c'est compliqué, il faut faire ses preuves, quoi. Hmm. Mais ça, je pense, un biais peut-être que les femmes peuvent avoir, c'est penser que c'est parce qu'on est une femme que les artisans te parlent mal ou te prennent pour un con, ou les mécaniciens, quand tu vas au garage. Mais en fait, alors peut-être que c'est plus encore que si tu es un homme, mais en fait, tout le monde essaye toujours au Ah moins au oui, début de t'avoir. Donc ensuite, j'avais mis pendant les travaux. Donc là, est-ce que toi, tu as été du coup sur ton chantier? Est-ce que tu as l'impression, enfin ça, j'ai déjà eu beaucoup de retours de gens, vu qu'ils étaient sur le chantier, ça s'est beaucoup mieux passé avec les artisans parce qu'ils voyaient que en fait, ah oui. les gens, ils donnaient de leur personne et tout ça. Je pense que ça y a joué. Ils ont vu que pendant tout le chantier, bah, j'étais sur le chantier, je dormais dedans, j'avais aucun confort. Je prenais ma douche dans la vieille baignoire en fonte où je lavais mes outils. Donc il y avait du ciment sur les bords, ça me faisait comme des gommages, tu vois. Ah putain. Donc ça, quand même, pendant un an, je me suis douchée et je me suis lavée dans cette baignoire où je lavais mes outils. Donc, Ok. quand ils voyaient ça, vraiment, je pense qu'ils se sont dit, bon, bah, elle se donne, c'est pas la princesse Hmm. qui est Qui veut pas se capricieuse, casser quoi. un ongle, quoi. Voilà. Ok. Et ensuite, avec les locataires, t'en as un petit peu parlé déjà. Pour toi, c'est quoi Ouais. la bonne relation qu'on peut avoir? Est-ce que, parce que par exemple, moi, ça arrive assez souvent qu'on pense pas que je suis le propriétaire. Souvent, quand je fais les visites en direct, euh, ils pensent que je suis agent. Enfin, je sais pas. Est-ce que tu as l'impression, bah, voilà, comment les gens ils réagissent par rapport à toi? Est-ce qu'il y en a qui te draguent? Tu vois, c'est tout bête, mais je veux dire, moi, je connais des gens et je citerai pas de nom qui ont choisi des locataires juste parce qu'ils étaient sous le charme de Ah la oui, de la locataire et qui m'en parlent encore. Hein, donc, ah mais bon, oui. qui a payé. Et Ouais, je pense que ouais. c'est compliqué, effectivement, hein, parce que là, ils voient, bah, on va dire, enfin, je suis pas vieille non plus, je suis une femme, etc. Donc, il y en a, je pense que derrière, ça dérange un peu et c'est là qui. En fait, j'aurais préféré qu'ils sachent pas que c'est moi la propriétaire, que je sois Hmm, juste la gestionnaire, ça aurait été beaucoup mieux, je pense, ça met plus de distance. Mais au final, vu que j'étais dedans et je les ai fait rentrer un par un, ils le savent et puis ils se le hmm, transmettent l'information, ils parlent de moi et voilà, et peut-être qu'ils me suivent sur les réseaux, enfin, c'est sûr même, enfin, hmm, tu vois, il y a tout ça qui fait que il y a une certaine jalousie qui se met et du coup ils se permettent bah, justement de me contredire, de demander des réductions, de ci, de là, de toujours hmm, de choses qu'ils ne feraient pas s'il y avait une distance avec le propriétaire et encore plus, je pense que le fait d'être une femme, y joue aussi quoi. hmm. Mm. Ça, quand tu es au supermarché, tu connais pas le propriétaire du supermarché, tu vas jamais négocier Tu vas pour pas ton aller paquet dire de non mais chips, quoi. attendez, je, je comprends pas la baguette, elle a pris 20%, je suis pas d'accord, je paye que 1 euro parce que c'était 1 euro avant. Ben là, c'est un peu ça qu'on fait en fait. Ouais, C'est, yes. Ok. Bah écoute, je pense qu'on arrive au bout, Sophie. Ça m'a fait super plaisir. Gros aussi. exemple de. Je dis à tout le monde d'aller voir ben, ton profil pour voir un peu la réalité derrière les chiffres. Donc c'est quoi, Sophie Freedom? Comment c'est exactement? Freedompreneur, tiré du bas, Sophie. Freedompreneur, tiré du bas, Sophie. Voilà. Merci pour ton temps
Et puis donc si on Merci à veut toi. te contacter sur Instagram, c'est ça? Ouais, c'est C'est ça ça. le Merci. but. À très bientôt. Bye bye. Merci. À bientôt. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. Franchement, si vous n'avez pas été impressionné par Sophie, je sais pas ce qu'il vous faut. Félicitations à elle. Et vous pouvez la suivre sur Insta. C'est impressionnant le chantier qu'elle est en train de faire. Elle a vraiment une énergie à revendre. Je suis très admiratif. Comme toujours, pensez, si vous avez apprécié l'épisode, pensez à partager, pensez à mettre une petite note 5 étoiles. Merci aux personnes qui en mettent en ce moment sur Apple Podcast. Ça monte, ça monte. Et je vous le dis, je sais plus si je vous l'ai déjà dit, mais c'est à peu près, j'ai moins de une note pour 10 000, pour 10 000 écoutes. Mais merci à vous, ça fait trop plaisir, ça m'aide chaque semaine, vous en doutez. C'est un vrai travail d'enregistrer, de diffuser les épisodes, mais c'est avec un grand plaisir que je fais ça, que j'ai des retours, que j'ai une communauté en or. Je vous adore, merci à tous. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, partagez, likez, commentez. Et je vous rappelle, la formation bourse, tac, tic, tac, tic, tac. Vous arrivez dans les dernières heures, derniers jours pour profiter du prix de lancement à moins 200 euros. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, mais surtout, prenez soin de vos gros billets. Et la semaine prochaine, on part direction les États-Unis par les expatriations et locations courte durée au soleil in the Sunshine State. Je vous souhaite une très bonne écoute, une très bonne semaine et à très bientôt. Bye bye.